Quelle est la chose la plus importante dans un film? Son image, son histoire, le son peut-être, ou les effets spéciaux, mais bon, ça c'est pour les gros fans de Marvel. Non. La chose la plus importante dans un film, c'est son point de vue. C'est essentiel que tu veuilles raconter une histoire, montrer des images, faire du son, traiter des effets spéciaux, c'est ce qui va donner la direction au film. Et très souvent, c'est le film où le point de vue est clair et compréhensible que le film vous a le plus touché. Ce que j'entends par point de vue, c'est comment le film nous transmet son message au travers des différents outils du cinéma. Si je reprends par exemple les films que j'ai traités dans les épisodes d'avant. Pour Eternal Sunshine, on est du point de vue de Joel. On voit tout ce qu'il vit et tout ce qu'il pense. Pour La La Land, on est sur un double point de vue. D'un côté Seb et de l'autre Mia. Et dans ces deux exemples, tous les moyens techniques ou artistiques seront traités au travers de ces différents points de vue. Souvent, le plus simple, c'est de prendre le point de vue d'une personne, et donc du personnage principal. C'est le plus sûr et le plus efficace. Mais même si on connaît son point de vue, on peut quand même se casser la gueule. Parce que le plus dur dans la notion de point de vue, c'est de s'y tenir, et d'éviter les changements de regard. Et le film qui m'a le plus marqué sur cette notion de point de vue, c'est Talk to Me des frères Philippou. Plus que ça, ils installent un mystère grâce à ce point de vue. Alors embarquez avec moi au pays des kangourous, allons résoudre ce mystère. Attention, je vais un peu spoiler, et bienvenue dans le nouvel épisode de Movie Site. On part avec un peu de contexte. C'est l'histoire de Mia, une jeune adolescente d'Australie qui vit le deuil de sa mère décédée il y a 2 ans. Elle vit essentiellement chez sa meilleure amie, Jade, avec son petit frère Riley et sa mère. La traîne du moment, parce qu'ici on est Jones, ce sont des soirées où l'on raconte qu'il est possible de se faire posséder au travers d'une main en céramique. Notre petit groupe décide d'y aller. Une fois sur place, c'est Mia qui se lance, et ça marche du tonnerre. Le petit ami de Jade souhaite tester lui aussi. Donc Jade décide de faire une soirée possession chez elle. Une soirée normale entre adolescents, hein. On se souvient très bien de Charlie, donc je peux pas juger. Tout se passe bien jusqu'au moment où Riley, le petit frère de Jade, va se faire posséder par un esprit extrêmement violent. Il va se faire du mal, et ça de façon très vénère. Je vous épargne les détails, mais c'est pas beau à voir. Il est rapidement emmené à l'hôpital. Le petit groupe essaie de trouver une solution pour soigner Riley, car même après avoir arrêté la possession, le démon est toujours en lui. Ils vont essayer de reprendre contact avec l'ancien possesseur de la main et va donner quelques informations qui ne va pas convenir à Mia. De son côté, elle va entendre des choses, voir des choses, mais surtout, elle va reprendre contact avec sa mère décédée. Et elle va lui donner la fabuleuse idée que Riley souffre le martyre et que ça ne s'arrêtera jamais. Et qu'il faut donc abréger ses souffrances. Et au moment où elle décide de jeter Riley sur la route, je raconterai la fin à la fin. Donc, ok, c'est quoi ce bordel? Genre une ado possédée par l'esprit de sa mère, un gamin qui se fracasse le crâne contre une table, attends, elle lui bouffe les pieds. Qu'est-ce que vient foutre le point de vue dans cette histoire? Tout ce que le spectateur va voir n'est vu que par le prisme de Mia. Par exemple, on a ce moment au début du film où elle fait la vaisselle et son père arrive derrière. Mia n'apprécie pas beaucoup son père, donc elle ne va pas le considérer, et donc elle le met dans le flou. Et lorsqu'il parle, à cause de l'eau qui coule, Mia ne l'entendra pas. Et puisque l'on est dans son point de vue, nous l'entendrons pas non plus. Mais ça, c'est plus pour vous montrer que le film fait vraiment attention à son point de vue. Ce qui va clairement nous le faire comprendre, ce sont les scènes de possession. Lorsque l'on vit celle de Mia, on voit les esprits qu'elle voit. Alors que dans la scène de possession d'un autre personnage, on ne verra aucun esprit, confirmant le fait que l'on voit ce que Mia voit. Ce qui nous fait rapidement comprendre que tout ce que l'on va voir va être vu à travers elle, ce qui amène donc la notion de subjectivité. Parce qu'on peut facilement se dire que le regard de la caméra dans le monde du cinéma peut être source de vérité, que tout ce que l'on voit à l'écran est un pur regard objectif. Sauf que de manière générale, non. La caméra va toujours avoir un regard subjectif avec son avis. Mais elle va pas forcément jouer avec notre notion de vérité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle aura toujours une intention voulue lorsqu'elle va filmer. Elle ne sera pas en quête d'objectivité totale. Dans le film, elle va jouer avec les deux notions, la subjectivité et l'objectivité. Du moins, tendre vers une forme d'objectivité. Puisqu'à des moments, le film va switcher entre deux visions, externe Mia et interne Mia. Comme par exemple avec ma scène préférée, c'est faux mais je la trouve trop marrante, vous allez comprendre la vanne. Est-ce que vous voyez ce moment, tard la nuit, dans votre lit, dans le noir, où vous avez l'impression que votre porte-manteau, votre siège de bureau devient une personne, ou du moins prend la forme d'une personne? Et bien cette scène est faite pour vous.
Bon, voilà comment bien dormir cette nuit. Et trauma rentre, c'est parce que, tu vois, c'est un peu traumatisant de voir ce truc. Du coup, c'est trauma rend. J'explique mes vannes quand même. Donc on voit le démon arriver, bouffer le pied. T'inquiète, ça va bien se passer. Cut, c'est Mia qui bouffe le pied. Lorsque l'on voit le démon pied en bouche, on est du point de vue interne de Mia. Et quand on voit Mia panard dans gosier, on est du point de vue externe de Mia. Ces switches de point de vue sont nécessaires pour qu'on se rende compte de la dégradation de l'état de Mia. Bon, maintenant que tout le monde sait très bien comment fonctionne la notion de point de vue, faut que je vous parle de ce petit mystère que j'évoquais plus tôt. Mais avant, faut que je vous explique comment fonctionne le rite de possession. Allumez une bougie pour ouvrir la porte des esprits. Prenez votre main en céramique, empoignez-la et dites « Talk to me ». Un démon aléatoire apparaît, puis vous lui dites « I let you in » et vous vous faites posséder. Sauf que c'est max 90 secondes de possession. Retirez la main de force du possédé et enfin éteignez la bougie. C'est les règles de base qu'on nous donne au début du film. Sauf que comme dans Koh-Lanta, les règles sont évolutives. De base, les possessions se passent pépère. Sauf que celle de Mia, étant ultra investie dans sa possession, elle dépasse les 90 secondes. Pourtant, rien de remarquable suite à la règle brisée. Donc il décide de faire une petite soirée possession chez Jade. Évidemment ambiancé par du Edith Piaf, enfin là un remix de Edith Piaf, et puis vous l'avez reconnu, c'est la trend TikTok. Encore une trend TikTok basée sur une musique d'une artiste française. Est-ce qu'on n'est pas juste trop chaud? Enfin je dis nous, mais bon, les meufs sont juste trop chauds en musique. Jusqu'au moment où c'est le tour de Riley, et quelque chose de particulier se passe. Alors que tous les autres sont choqués quand ils voient un esprit, lui ne détourne pas le regard. Hésite un instant, et laisse rentrer l'esprit. Mia parle à sa mère décédée au travers de Riley. On a connu plus banal comme Skype, hein. Skype, mais qui utilise Skype encore aujourd'hui? À cause de ça, Mia va faire dépasser à Riley le temps qui lui était prévu. Et la possession va prendre une toute autre tournure. C'est à partir de ce moment-là que le mystère commence, avec la mère de Mia. Puisque juste après cet événement, Mia va être troublée par un esprit tout particulier. Plus tôt dans le film, on nous apprend comment la mère de Mia est décédée. D'après elle, elle a mangé trop de... genre un petit bol de somnifères comme ça. D'après elle, c'est parce qu'elle a ingéré trop de somnifères par accident en essayant de chercher de l'aide et elle griffait la porte. Donc, selon elle, c'est un accident. Elle l'a raconté, mais elle l'a aussi vécu en cauchemar. Quand elle va aller dormir avec Daniel, le petit copain de Jade, c'est compliqué, cherchez pas, regardez le film, elle va faire un cauchemar où elle va revivre ce traumatisme. D'ailleurs, l'introduction à cette scène, elle est genre trop stylée. Puis juste après ça, on a le moment trauma rend. J'explique la vanne ou... Depuis le début du film, c'est la première fois qu'on voit distinctement l'esprit qui tourmente Mia. Pour moi, je l'interprète comme si l'esprit a été lui-même touché par l'histoire de Mia, que ça l'a vraiment impacté, et il a tellement été triste qu'il a décidé de se diriger vers la seule chose pour se réconforter, pied. Après ça, la mère va parler à Mia et dire qu'elle ne s'est pas suicidée, que Riley a besoin d'aide. Riley needs help. Les petits potes font un petit brainstorming pour trouver une solution à Riley, et attention, nouvelle règle. Wait, didn't Duckett say they could imitate people? Wait, who's Duckett? Les esprits peuvent imiter des gens. Et attention, ça va vite, il y a une nouvelle règle. Spotty should kick 'em out. They get weaker the longer they're in. Les esprits disparaissent avec le temps. Mais ça ne convient pas à Mia parce qu'il faut trouver une solution maintenant. Alors ils essaient de refermer la porte avec cette histoire de bougie, sauf que ça ne mène à rien. Donc elle tente un autre truc et essaie de se connecter à Riley via l'esprit d'une gamine. Elle voit que Riley est en souffrance totale, du moins, c'est ce que Mia a compris. Elle rentre chez elle et son daron l'interpelle en lui disant qu'il a caché un truc que sa daronne a laissé avant de mourir. Qu'en réalité, il y avait bien une lettre de suicide. Sauf qu'à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que la daronne dit vrai? Parce qu'à un moment, elle nous dit que non, puis ensuite on a une lettre de suicide qui nous dit que oui. Ensuite, on a le daron. On se pose la question de mais est-ce que le daron il dit vrai ou est-ce qu'il nous ment? Donc on se demande si c'est vraiment son daron. Il est là le mystère. C'est de savoir si c'est vraiment sa mère. Est-ce que c'est bien sa mère décédée? Et la solution à ce mystère va apparaître juste après.
Alors j'ai pas abordé la notion de point de vue au début de cette vidéo et je vous l'ai expliqué pour rien et des cacahuètes. Maintenant vous devez savoir si c'est bien sa mère ou non. Depuis le début, c'est pas sa daronne. Du moins l'esprit est un gros menteur. Elle s'est bien suicidée parce que le père nous a lu cet aveu de suicide et on a encore cette notion de double point de vue. Le point de vue interne de Mia qui se fait attaquer par son faux daron et le point de vue externe où le vrai daron est en train de fouiller dans son sac. D'ailleurs à ce moment-là il se passe une dinguerie de fou mais je vous la dis pas, allez voir le film pour la vivre. À ce moment-là du film, la daronne trouve que c'est le meilleur moment pour abréger les souffrances de Riley puisque d'après elle, il est en train de souffrir comme jamais. He needs to die. You have to put him out of his misery. Donc Mia fonce à l'hôpital, croise la daronne de Riley, la mère est en train de la saucer en disant non mais tu sais, tu fais partie de la famille, alors qu'il va la canner. Elle n'a pas la force de l'abréger au ciseau, donc elle l'emmène en fauteuil roulant pour le jeter sur la route. Efficace. Est-ce que j'ai parlé des plans zénithaux du film? Déjà, c'est quoi un plan zénital? Tout simplement, c'est un plan où la caméra est en hauteur, pointant vers le bas. Ça peut être à 90 degrés en pointant le sol ou orienté vers le bas, vacillant avec un plan en plongée. Sauf qu'ici, dans le film, c'est des bons gros plans zénithaux bien assumés, et tant mieux. Et le premier, le voici. Bon, le kangourou, il est pas bien. Merci frérot. Ça me fait penser à Hitchcock. Il avait pour habitude de symboliser la mort par une caméra plongeante dans Psychose. Sauf que dans le film, Hitchcock symbolise la hauteur de la caméra, donc la plongée, aux oiseaux. Et les oiseaux symbolisent le tueur. Donc, puisque c'est un regard d'oiseau qui regarde une personne, c'est le tueur qui regarde la personne, donc ça mène forcément à la mort. Bon bref, retournons à nos Australiens. Les prochains plans zénithaux qui vont suivre vont toujours être en duo. Les seuls plans zénithaux du film où le sujet est seul, c'est le premier et le dernier. Voici la petite liste des plans zénithaux. On en a avec Jade et Mia, ensuite Riley et Mia, ensuite Daniel et Mia, et enfin la daronne et Mia. C'est marrant ça. Tous les plans zénithaux du film, il y a Mia. Et le premier plan zénital du film qu'on nous montre, c'est un kangourou en train de mourir. C'est bizarre ça. Est-ce que le film nous annonce quelque chose? Est-ce qu'il y a de la mise en scène dans ce film? Non mais voilà, je pose la question, bon, j'arrête, c'est chiant. Mais surtout, ce qui nous confirme bien cette annonce pour Mia, c'est avec l'avant-dernier plan zénital, celui avec Mia et sa daronne. Sa daronne étant décédée, ce qui fait qu'elle a déjà un contact avec la mort. Elle a même presque un pied dans la tombe, pas dans la bouche, hein. À la base, on est avec Mia et Riley au bord de la route où elle se décide ou non de le jeter sur une voiture. Sauf que comme je vous l'ai annoncé avant, c'est pas ce qu'elle va faire. Voici le dernier plan zénital. Mia, c'est ciao! Pas tellement ciao parce que elle va se relever. Elle va vagabonder dans l'hôpital en voyant Riley en bonne santé, son père de dos prenant l'ascenseur, et petit à petit, elle va tomber dans l'obscurité totale, jusqu'à une petite lumière apparaissant au loin. Elle se dirige vers elle, voit une main, la serre et fait face à un groupe de personnes, jusqu'au moment où ils disent « I let you in. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tous les démons qui vivent à l'intérieur de la main sont morts par la main, qu'ils ont été gobés par le fait qu'ils ont été trop possédés par la main. Donc ça nous dit bien que le démon qui a pris possession de Riley n'était pas sa mère en réalité, puisque sa mère n'est pas morte de la main, puisqu'elle s'est suicidée. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un point de vue et de s'y tenir. Je dirais même, construisez autour de ce point de vue. La prochaine fois que vous allez raconter une histoire, sachez avant, au travers de qui ou de quoi vous la racontez. C'est intéressant de fantasmer. Je trouve que c'est cool quand tu le sais et de pas partir dans un fantasme où tu sais pas.